moines français, à quelques semaines du déplacement du juge français, du juge Marc Trévidy, en Algérie, pour y poursuivre l'enquête et faire procéder à l'autopsie des têtes des moines de Tibérine. Eh bien, que sait-on de ce drame? Que sait-on des moines, des rapports de force internes à l'Algérie de l'époque, et puis de ce qui a changé aujourd'hui? Eh bien, on va parler de tout ça avec nos invités. On va le faire avec Kader Abderrahim. Bonjour, merci d'être là. Vous êtes un chercheur à l'IRIS, autrement dit l'Institut Sciences Po, et vous travaillez sur ces régions-là, et particulièrement sur l'Algérie. Sur le Maghreb, absolument. Sur le Maghreb. Akram Belkaïd, vous êtes rédacteur en chef à Afrique Méditerranée Business, et il n'y a pas si longtemps que ça, vous êtes retourné à Tibérine. Oui, il y a un an à peu près, il y a quelques mois, avec plusieurs lecteurs du journal français La Vie. Bon, qui voulait voir ce lieu qui devient une sorte de lieu de pèlerinage. C'est devenu un lieu de pèlerinage. C'est devenu vraiment un lieu de pèlerinage pour les Algériens et pour les Français. Et pour les Algériens aussi. Pas pour les Algériens qui viennent ticher, entre guillemets. Henri Casson, vous êtes un ancien moine. C'est à ce titre-là d'ailleurs que vous avez été conseiller sur le film de Xavier Beauvois, qui a été beaucoup vu à la télévision et au cinéma, qui s'appelle bien sûr Des hommes et des dieux, qui a raconté cette histoire de ces 7 moines qui font, je dirais, le vœu, enfin, de rester là, quoi qu'il arrive. Et vous avez écrit depuis ce livre qui s'appelle Secret des hommes, secret des dieux, où vous dévoilez un petit peu les secrets des coulisses de ce film. Et puis enfin, Nicolas Ballet, vous êtes journaliste à Progrès de Lyon, et vous avez écrit cet autre livre qui s'appelle L'esprit de Tibérine, et dans lequel vous êtes allé à la rencontre, vous avez interviewé plusieurs fois le frère Jean-Pierre, qui était donc l'un de ces moines, mais qui lui était l'un des rares à en réchapper, avec un autre qui est mort depuis 3 ans. Voilà, qui est aujourd'hui le dernier survivant et qui vit au Maroc, dans l'Atlas marocain. Et qui vous a raconté sa vérité? Une vérité. Une vérité. Alors on va peut-être, justement, on va reciter peut-être ces moines, puisque je parle sous mon contrôle, ils étaient 7, vous en avez connu 4 d'entre eux. Hein. Donc il y a le frère Christian de Chergé, qui est le supérieur, le frère Luc, le médecin, Célestin, Michel, Christophe, Paul, c'est ça. Et puis Bruno, supérieur d'une communauté de Fès au Maroc, qui était de passage ce soir-là. Le sort en a voulu ainsi. Et puis le frère Amédée, qui est décédé depuis, et Jean-Pierre, que vous avez rencontré, qui ont pu échapper à l'enlèvement. Qui sont ces moines? Qu'est-ce qu'ils font là quand vous les rencontriez? Pourquoi ils ont choisi d'être dans cette communauté tibérine? Bon, c'est difficile de résumer. Là, vous dites 7, en fait, ils étaient plus que 7, et c'est d'ailleurs une question intéressante que soulève le... 7 ont été tués. Voilà, 7 ont été tués. La communauté, en fait, était de 8 moines plus une annexe au Maroc, et donc le soir de l'enlèvement, il y avait en fait 9 moines présents. Ils y sont allés chacun pour une vocation particulière, mais il y avait notamment avec l'arrivée de Christian de Chergé une volonté dans l'Algérie indépendante d'avoir une présence chrétienne, monastique, une présence de silence, mais également de relations fraternelles avec les voisins, qui avait du sens du point de vue de ses frères, qui cherchaient une vie de simplicité qui était la vie monastique, mais en même temps dans un contexte particulier qui était une Algérie relativement pauvre, même s'il y a aujourd'hui, on en parle beaucoup, du gaz, du pétrole, mais une Algérie des voisins pauvres, et aussi donc évidemment marquée par leur propre tradition religieuse qui était celle de l'islam. Ils arrivent en 38, enfin la communauté est créée en 38. À Tibérine en 38, et puis évidemment il y a de nouveaux moines qui arrivent, et notamment Christian de Chergé, et donc le monastère va prendre une couleur un peu différente, avec aussi frère Christophe, frère Paul, enfin des moines qui sont arrivés après l'indépendance. L'engagement qu'il fait en arrivant en 76 d'y rester toute sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire j'arrive là, je vais rester là toute ma vie? Alors ça, c'est une donnée propre à la vie monastique sous la règle de Saint-Benoît, puisque l'ordre des cisterciens, la stricte observance qu'on appelle aussi les trappistes, vivent sous la règle de Saint-Benoît, qui est une règle qui date du Moyen-Âge. Les moines font vœu de stabilité. Stabilité dans un lieu avec une communauté, et donc c'était pas propre au monastère de Tibérine, c'est le cas dans tous ces monastères qui vivent selon la règle de Saint-Benoît. Alors évidemment la question, et c'est ce qu'on a montré... Le supérieur, je ne sais pas comment on dit, le père prieur ou le supérieur d'un monastère, il n'arrive pas en disant je vais rester là tout le temps, il peut être muté, on s'arrive. Il y a un processus qui dure au moins 5 années dans lequel on vérifie si on veut s'engager dans cet endroit, mais à un moment donné, il y a des vœux solennels qu'on fait et qui sont l'attachement définitif, sauf évidemment cas exceptionnel, à un lieu. Et à une mission. Et à une mission. C'est pour ça que dans le film des hommes et des dieux, la question s'est posée, un cas de conscience, c'est-à-dire est-ce qu'on reste
conformément à nos vœux de stabilité, mais aussi à cause des liens qu'on a tissés avec les voisins, ou est-ce qu'on part, ce qui est une décision très, très grave, évidemment... Qui était de toute façon renoncer à leur mission. Voilà, c'est quand même... C'est un constat d'échec. C'est un constat d'échec quand même par rapport à ce vœu de stabilité, alors auquel on peut donner, dans la tradition monastique, rester dans le même lieu, c'est aussi accepter d'aller le plus profondément possible dans sa vocation. Le fait de bouger tout le temps, de se déplacer, ça permet finalement de jeter d'air et peut-être d'esquiver des questions de fond. Et donc eux, ils abordent cette question à la fois sur le plan de leur propre spiritualité, mais également d'un contexte algérien qui est celui d'affrontement entre des factions armées hostiles au régime en place et le régime en place qui se défend militairement. Du contexte, comment ça passe, c'est comment se situent les moines entre les frères de la plaine, comme ils disent, et les frères de la montagne, entre l'armée et le mouvement islamiste. Le frère Jean-Pierre, donc, que vous avez rencontré, sur cet engagement, sur cette volonté d'être là, sur la mission qui était à la leur, il dit quoi? Le frère Jean-Pierre, alors vous avez dit tout à l'heure que Christian de Chergé, le prieur, était arrivé dans les années 70, ce qui est vrai, mais la relance du monastère de Tibérine dans un esprit nouveau remonte à l'année 1964. Ce monastère a été... Après la guerre d'indépendance. Voilà, tout à fait. Et il a été à deux doigts de fermer, d'ailleurs. Ça tient quasiment du miracle. Le cardinal... Il y a des moines qui sont enlevés à cette époque-là, déjà, d'ailleurs. Oui, il y a eu quelques histoires d'enlèvement et Luc en effet. Et, par des Félaga, puis pour finir, ils seront libérés. Voilà. Et le cardinal Duval, archevêque d'Alger à l'époque, était inscrit dans l'esprit du Concile Vatican II, qui était à ce moment-là, et on voulait dialoguer avec les religions autres que catholiques. Donc le monastère a été, disons, relancé dans ce contexte-là. Et Jean-Pierre a fait partie des 8 moines. Avec la volonté précise de maintenir une présence dans un lieu en terre d'islam. Sans prosélytisme. Sans prosélytisme. Aller à la rencontre de l'autre, du musulman, apprendre à découvrir ce qu'est cette autre religion. Et Jean-Pierre a fait partie donc de ces 8 moines choisis pour relancer le monastère à partir de 1964. Je crois qu'il faut bien expliquer que la présence de l'Église, ce qu'on appelle l'Église d'Algérie, n'est pas récente. Une vieille Église qui a plusieurs implantations, dont beaucoup d'hommes d'Église se sont engagés pendant la guerre, ce qu'on appelle en Algérie la guerre de libération et qu'on appelle en France la guerre d'Algérie. Pour l'indépendance, vous avez parlé de M. Duval tout à l'heure, qui a été très critiqué, notamment pendant la guerre d'Algérie. Donc, après l'indépendance, c'est une partie de l'Église qui s'est positionnée du côté oui, bien sûr, de l'indépendance algérienne. Bien sûr. On appelait le père Duval Mohamed Duval. Les ultra-pinois rappelaient... Il était mal vu par une partie de la population. Il a même été menacé par l'OS, etc. Donc, c'est une logique. C'est-à-dire qu'après l'indépendance, après un petit moment de flottement, les multiples possessions qui restent pour l'Église sont maintenues en l'état, ce qui explique effectivement après 64, le monastère a de nouveau d'actualité, mais ailleurs aussi, c'est-à-dire qu'à Alger, vous avez des centres diocésains, à Oran, la même chose, qui accueillent des étudiants. C'est pour remettre ça dans un contexte, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une présence isolée dans un coin perdu. Pour les autorités algériennes, une sorte de tolérance, puisque vous me disiez, je crois qu'il y avait au maximum 12 trappistes qui étaient tolérés dans le pays, peut-être après d'autres moines, d'autres ordres, mais enfin, c'était au compte-gouttes, on tolérait des présences, ou est-ce que c'est autre chose que ça? Il y a toujours une ambiguïté dans la position officielle algérienne. L'islam est religion d'État, mais en même temps, la présence de ce qu'on appelle l'Église d'Algérie, avec ses cathédrales, que ce soit Alger, Annaba ou Oran, n'a jamais été mise en cause, bien au contraire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu des tensions, ça s'est réglé à haut niveau et les autorités politiques ont tranché dans le sens d'un maintien de la présence et d'une, entre guillemets, protection des différents ordres religieux qui existent en Algérie. Sur cette présence de l'Église catholique au sein de cette terre d'islam. Oui, moi je suis originaire de l'ouest de l'Algérie et il y avait dans la région de Rataf un endroit, une présence chrétienne qui s'appelait Saint-Cyprien, avec des sœurs qui étaient là et dont la présence pour nous était marquée tout petit dans notre enfance, à la fois par les soins qu'elle apportait, mais surtout par les visites. Elles étaient extrêmement proches de la population. Alors évidemment, derrière tout cela, il y avait sans doute... Communauté-là. Oui, je parle de ce que j'ai vécu, de mon expérience d'enfant et de très jeune adolescent. Dans le paysage, il y a une référence. Dans le paysage, aujourd'hui encore, et dans l'imaginaire, on dit Saint-Léon. On n'utilise pas la ville arabe. Et ça renvoie évidemment à cette présence chrétienne très ancienne. Et puis surtout, les sœurs étaient très très proches de la population, notamment visiter les femmes en couche, après des accouchements. Dans cette région de Tibérine. Dans cette région de
Tibérine, c'est évidemment très différent, parce que d'abord, c'est une région extrêmement pauvre, très escarpée, oui, c'est ce qu'on dit, je crois, hein, merci. Et donc, le rapport n'était pas du tout le même, parce que la région est très pauvre, c'est l'est de l'Algérie. Hein, c'est quand même des régions très montagneuses où l'agriculture n'est pas très développée et pour cause. Et donc le rapport n'est pas du tout le même. Mais derrière tout cela, évidemment, il y a de part et d'autre des arrière-pensées politiques. Et la présence. Du côté de l'Église, on ne peut pas l'imaginer autrement parce que la présence chrétienne française elle se fait qu'au tout début de la colonisation, comme vient de le souligner Akram Belkaïd. Donc il y avait évidemment des gens qui venaient là par conviction et sincérité, mais l'Église, c'est aussi un clergé avec des ambitions politiques très claires. Je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus. Ça a pu être vrai à une époque, mais ça l'est plus à partir de, partir de 1964. Il n'y a pas eu de conversion. Ils ne sont jamais allés rencontrer mais il y a une volonté affirmée du Monseigneur Duval à Alger de dire il faut maintenir des moines là-bas, quand même. On parlait de prosélytisme. Une présence d'église, mais pas d'idée derrière la tête. Oui, mais je veux quand même abonder. Ça sera plus facile pour moi qui suis chrétien de le dire. Il y a eu, c'est vrai... Alors, la Tibérine a été fondée en 1938, mais il y a eu une présence trappiste auparavant, effectivement associée, qui est venue un peu après 1830, mais qui a été associée à la colonisation de l'Algérie. Et en fait, c'est en partie parce que les autorités françaises, même si elles bouffaient du curé ici en France et on n'allait pas financer des églises, là-bas se rendaient compte que la population, et cette histoire personnelle le confirme, était favorablement impressionnée par le monde religieux chrétien, puisque dans l'islam, il faut quand même le dire, les chrétiens, comme les juifs, ont une existence dans le Coran, c'est ce que les musulmans appellent les gens du livre, et par conséquent, avoir de vrais religieux, des moines qui consacrent leur vie à la prière est très importante. 5 prières normalement dans la journée. Donc, pour les musulmans, c'était un plus pour considère cette communauté comment? C'est exact. La population locale considère cette population, enfin cette présence comment? C'est une présence qui rend service, comme on voit dans le film notamment le frère Luc qui soigne, donc c'est intéressant d'avoir un médecin à disposition, ou est-ce que c'est un petit peu au-delà? Nicolas a fait raison, c'est qu'à un moment donné, compte tenu de l'évolution des mentalités et de la situation politique, l'indépendance de l'Algérie, le fait que les chrétiens deviennent minoritaires sans être aux commandes politiquement, puisque c'est plus la population européenne qui tient le haut du pavé, ça change. Il y a toute la réflexion de Vatican II sur comment est-ce qu'on se situe dans le monde par rapport aux autres traditions religieuses. Et donc c'est vrai qu'avec Christian Chergé, un changement majeur, mais déjà avec frère Luc, avant même l'arrivée de Christian, les relations, et là, moi qui suis allé à plusieurs reprises en Algérie, à Tibérine, on entend ces histoires des gens qui se sont fait, même à Marseille où j'habite, j'entends des personnes me dire a été soigné par frère Luc, etc. Il y avait un lien extrêmement fort avec la population locale. Et quand Luc était enlevé par les Lagas pendant la guerre d'Algérie, guerre d'indépendance, on l'appelle en Algérie, on l'a relâché parce que tout d'un coup, ils se sont rendus compte que ça serait un scandale si on savait qu'il était pris en otage. D'accord. Mais ça c'est très clair. Pardon, je voudrais juste pour finir, ça fonctionne dans les deux sens. Hein. C'est pas juste une présence chrétienne ancienne qui prend corps dans l'environnement et dans le paysage. On parlait de Monseigneur Duval il y a quelques instants. Au moment de la guerre, j'aime pas parler de guerre civile, mais de guerre contre les civils dans les années 90 en Algérie, Monseigneur Duval était clairement contre la victoire des islamistes et il a été un de ceux qui, publiquement, c'est tout à fait respectable, mais était très hostile aux islamistes. Donc, je veux dire, les choses fonctionnent dans les deux sens. On était très imprégné de cette Algérie, et donc on s'autorisait à prendre des positions citoyennes. Le saut dans le temps qui m'intéresse, années 90, victoire du Fils au municipal, victoire du premier tour des législatives en 92, je crois, si je ne sais pas, 11 91 et coup d'État, j'avais 92. Voilà, et donc, janvier 92, coup d'État de l'armée, qui écarte le Fils, on sait comment, etc. Et cette guerre abominable commence. Hein. Que deviennent les moines à ce moment-là dans le paysage de Tibérine? Déjà, avant, on voit très vite, parce que ça monte en puissance, comme l'a dit Kader, on peut avoir un débat sur guerre contre les civils ou guerre civile. Il n'en demeure pas moins qu'effectivement, ce sont les civils qui payent le prix fort. Et parmi eux, très vite, à partir de 93-94, des ressortissants étrangers, mais aussi des religieux, notamment à Tizi Ouzou. Et donc déjà, les menaces contre les religieux, je veux dire, elles apparaissent à partir de la fin de l'année 93. Le milieu de l'année 93, parce qu'ils viennent du GIA par communiqué qui commence à menacer la présence. Le groupe islamique armé. Le groupe islamique armé. En 1993, il y a quelque chose d'officiel, c'est on demande aux étrangers de quitter l'Algérie, ils ont 1 mois pour faire leur valise, et ça sera le point de départ du testament spirituel de Christian Chergé. On demande. Les groupes islamiques
armées. Alors après, sont-ils Disons manipulés étrangers. ou non? Le GIA. Allez-vous-en. Les étrangers ont 1 mois pour faire leur valise, et Christian Tchergé commence à ce moment-là son testament spirituel, Oui. et il va le signer, une première mouture, justement, à l'issue de ce mois, et donc en décembre 93. Et Pour dire, nous restons, et voilà pourquoi nous restons. Voilà. Il faut savoir qu'à cette époque-là se passe quelque chose d'assez terrible et horrible dans la région, puisque à quelques kilomètres à vol d'oiseau du Les monastère, ouvriers, il y a un chantier hydraulique qui est attaqué et des ouvriers croates qui sont massacrés, assassinés, égorgés. Ça va être un grand choc dans la région, et là aussi donc va se poser pour les moines la question de la sécurité et de la décision de rester ou pas sur place. alors écoutons ce qui est dit dans le documentaire par un représentant du fils qui s'appelle Mourad Dina, qui semble parler de l'existence d'un pacte entre les gens du monastère et le fils. Le pacte, c'est que les moines vivraient en paix, personne parmi les groupes armés ne viendrait s'attaquer à eux tant qu'ils sont dans leur monastère, leur prière, leur vie de tous les jours, dans leur relation normale avec les habitants, que les groupes armés les protégeraient contre qui que ce soit, que les moines en contrepartie les soignent s'ils ont des blessés à titre humanitaire, s'ils ont des combattants, etc. Et c'était un petit peu ça le cadre de leur accord. Alors, il y a pacte, il n'y a pas pacte avec, quand je dis le fils, c'est le Front islamiste du salut, qui avait gagné les élections, et puis sa branche armée qui est l'armée de libération, l'armée islamique du salut, AIS. D'accord. Et les GIA, c'est encore un peu autre chose. Je pense qu'il faut bien comprendre qu'il y a des groupes locaux. Dans la région de Médéa, il y a un groupe à l'époque qui a pour chef Saya Attir. Et le 24 décembre 93, c'est lui qui a, on dit que c'est lui en tout cas qui a tué ces Croates dont on a parlé là tout à l'heure, et il débarque au monastère avec ses hommes. Et il demande 3 choses: de l'argent, des médicaments, et que frère Luc le médecin vienne soigner ses blessés dans la montagne. Christian Tchergé lui dit non à ces 3 choses. Aux 3 choses. Aux 3 choses, il dit non. Le grand gaillard est un peu étonné qu'on lui résiste, parce que normalement, quand on résiste dans ces cas-là, ça se termine mal. Et il comprend, il arrive à comprendre, parce que Christian en a beaucoup parlé, je me rappelle avoir discuté avec, il comprend qu'à ce moment-là, chez cet homme, il y a la prise de conscience de, en tout cas une partie, de ce qu'est la vocation et l'identité de ces moines. Et donc il va y avoir en tout cas un respect de la communauté. Il n'y a pas un pacte écrit noir sur C'est blanc. vraiment un pacte. Il y aura une négociation, pacte. Les groupes en Il y a général une compréhension- n'embêtent pas les moines à condition que les moines aident. Oui, il y a une compréhension mutuelle de la situation, et ce qui est vrai, en revanche, et ce qui, je pense, peut jouer en faveur de la thèse de qui a tué les moines, peut-être certains éléments de l'armée algérienne, c'est que les moines, à partir de là, sont dans une situation où ils sont obligés à titre humanitaire, pas du tout parce qu'ils soutiennent un camp contre D'aider l'autre, quand même les islamistes. de soigner quelquefois des hommes dont on peut penser qu'ils appartiennent au maquis. Donc pour l'armée, objectivement, c'est soutien au groupe islamiste. Et quand les moines disent on veut se garder équidistance entre les frères de la plaine et les frères de la montagne, utopie ou pas utopie? Alors, sur la question du pacte, quand même, on en a longuement discuté avec le frère Jean-Pierre, le dernier survivant. Donc, il y a déjà une chose, c'est que les moines avaient catégoriquement refusé d'aller soigner des blessés dans la montagne. Il fallait qu'ils viennent, mais il fallait qu'ils viennent sans armes. Et j'ai posé la question à frère Jean-Pierre. Je lui ai demandé, mais si des soldats de l'armée avaient été venus frapper à la porte pour se faire soigner parce qu'ils étaient blessés, est-ce que vous les auriez accueillis? Il m'a dit absolument, on les aurait accueillis. Le cas ne s'est pas présenté, mais ça se serait passé de cette façon aussi. Militaire, ils voient peut-être pas les choses comme ça. Donc, ils soignaient Non. des blessés avant toute chose. Il n'y avait pas de prise de position politique en faveur de l'un ou l'autre camp. C'était les frères de la plaine, les frères de la montagne. Point barre. Est-ce qu'ouvrir sa porte aux islamistes, c'était prudent? Je trouve ça même plutôt cohérent avec la démarche qui est celle de ces personnes, qui est de dire on est là en humanité, et ces hommes, quel que soit leur choix politique, sont mes frères en humanité. Et donc je décide de les soigner, pas pour des raisons politiques, mais parce que c'est mon frère en humanité, quel qu'il soit. Je crois qu'il est important peut-être de rappeler, parce que c'est une guerre qui a connu comme ça successivement différentes étapes. D'abord, le Front islamique du salut, au moment où il y a le coup d'État et on bascule dans la guerre, crée une branche armée qui est l'armée islamique du salut. À partir de là, il y a une branche armée qui agit de manière politique, qui fait des coups points ou qui mène des opérations contre l'armée, contre la gendarmerie, contre la police. C'est très ciblé, algérienne. C'est très ciblé, c'est très clair. Ce sont des choix politiques qui sont assumés par les islamistes. Après, à partir de 94-95, il y a un dérapage, il y a des scissions
hein, à partir de l'armée islamique du salut, et il y a les GIA, qui sont des groupes extrêmement radicaux et qui n'ont plus de couverture politique et qui ne rendent compte d'ailleurs ni au FIS, ni à l'AIS, ni à personne. Et qui ont des implantations locales, géographiques. En général, qui sont locales et géographiques et qui agissent sous les ordres de petits barons locaux avec les résultats que... Ils ouvrent leur porte à qui alors? À l'AIS ou ils ouvrent leur porte au GIA? Vous parlez des moines. Oui. Les moines ouvrent leurs portes à des hommes qui sont blessés. Est-ce qu'ils sont GIA? Est-ce qu'ils sont AIS? Pour le moment, on n'a pas eu la preuve du contraire. C'est pas la question qu'il leur aurait posée. Sachant que la région où ils sont est plutôt dominée par l'AIS, parce qu'à un moment donné, l'AIS va se retrouver dans un conflit à l'intérieur même de la mouvance islamiste. Ces gens-là vont s'entretuer pour avoir le pouvoir. Et il y a deux choses qui sont intéressantes à mon sens à signaler aussi, c'est que quand les gens montent dans les maquis, les islamistes, pour certains, ils répètent l'épisode historique de la guerre d'Algérie. Ce sont les nouveaux moudjahidines. Et dans la région, donc dans ils la sont classe, légitimes contre un pouvoir oppresseur. Les gens se souviennent que dans le monastère, ça a été dit, les moudjahidines avaient été déjà soignés pendant la guerre d'Algérie. Donc ça, dans la mentalité. Donc pour eux, c'est normal. Si ça s'est fait pendant la guerre d'Algérie, il faut que ça se refasse pendant ce qu'ils estiment eux leur guerre sainte. Le deuxième point, il est tout à fait anecdotique, mais je tiens tout de même à le signaler. La fameuse visite de 94, quand on tape la nuit de Noël, d'ailleurs, 93, la Noël. Ouais, exactement. Le chef de groupe demande à parler au pape des moines. Exact, c'est tout à fait exact. Il n'était pas tout à fait à jour sur l'hierarchie catholique. Non, mais c'est très important. C'est quelque chose dont je parle souvent à mes amis chrétiens et européens. C'est pour leur dire à quel point ces gens qui se réclamaient de l'islam étaient totalement incultes en matière de religion, d'existence de l'autre et même de lien entre l'islam. Il vient dans un endroit où il demande à parler au pape. On voit bien que c'est des gens qui n'ont rien à voir en réalité avec la religion, qui sont des extrémistes et qui sont effectivement des gens qui dénaturent totalement. Vous parlez de quoi, de la première visite ou de la première visite, celle où il veut parler au pape. On en est là. On a donc des moines qui, objectivement, aux yeux de l'armée, soutiennent quand même les islamistes, qui pourraient le faire pour l'armée, mais qui n'ont pas eu à le faire, et qui ont refusé la protection de l'armée. Donc, pour les militaires, ils sont quoi, les moines? Ils sont suspects d'être de collusion avec les GIA ou avec l'armée islamiste? On est dans une situation où tout est binaire, c'est noir ou blanc. Vous êtes avec moi, vous êtes contre moi, donc les choses sont très simples. On ne peut pas dire que le régime, depuis l'indépendance, est brillé par par un débat contradictoire sur quelques sujets que ce soit. Là, à partir du moment où on bascule dans la guerre, dès l'instant où vous n'acceptez pas... On choisit son camp. On choisit son camp, vous n'acceptez pas d'être avec moi et vous n'acceptez pas la protection que je vous offre. Donc, vous avez choisi de... À égale distance des deux, c'était utopiste de leur part. Je comprends la démarche qui consiste à dire, moi, je ne suis pas là pour prendre position contre l'un ou pour l'autre, mais je continue à vivre ce qu'est ma foi et mon engagement. Mais évidemment, il y a beaucoup de naïveté et d'utopie dans tout cela. C'est de la réalité. Mais je ne parle pas de jugement de valeur, évidemment. Il y a ça, mais il y a aussi ce qu'il ne faut pas oublier, toute l'aide qu'ils apportaient à la population, et cette aide était d'autant plus importante dans cette situation qui arrivait dans les maquis aussi. De guerre. Donc il fallait aussi aider les voisins qui avaient besoin de survivre aussi. Donc il y avait quand vous parlez avec les femmes, les enfants malades, il y avait tout ça. D'accord, le frère Jean-Pierre, quand vous en parlez avec lui, il a l'impression d'avoir uniquement fait œuvre humanitaire, ou il se rend compte qu'il était quand même un petit peu partie prenante à un conflit? Il n'a pas l'impression d'être partie prenante à un conflit. Il dit simplement, nous, on était des combattants de la paix, c'est tout. Il faut bien comprendre que pour les moines, c'était pas évident. Je me rappelle de frère pour qui j'ai vécu en Savoie, au monastère de Tamier. Au lendemain des élections municipales, où localement à Tibirine, les gens à 100% ont voté pour le Front islamique du salut, il est à l'hôtellerie, il y a des villageois qui arrivent, tous sourire, et il leur dit, alors qu'est-ce que vous pensez des résultats? Il leur dit, on a gagné, et lui il est un peu consterné, parce qu'il a l'impression que le Front islamique du salut, c'est pas vraiment eux qui vont initier un dialogue islamo-chrétien constructif, mais il leur dit, c'est les gens de Dieu qui ont gagné, c'est les gens comme vous, c'est Dieu qui a gagné. Et donc, quand je l'entendais expliquer ça, je me disais c'est très loin des analyses qu'on peut formuler ici depuis la France. C'est-à-dire que pour eux, c'était une révolte contre un régime corrompu. La religion, c'est bien parce que c'est la morale, et on était engagé là-dedans. Alors que est-ce qu'il y a de la peur chez les moines qui montent, qui grandissent à ce moment-là, pendant ces années-là? Il y a une peur essentielle qui est celle justement d'être complice.
souvent, c'est pas la première peur à laquelle on songe. Il y a bien sûr une peur physique, le fait d'être égorgé en pleine nuit, elle existait aussi. On voit des images de Célestin d'ailleurs qui était pris de convulsions, on peut le dire. C'est quelqu'un qui parlait sans cesse parce qu'il était traumatisé, il était très mal. Il n'y a pas de guerre propre. C'est une sale guerre. C'est une guerre quasi insurrectionnelle. Les guerres civiles sont particulièrement ça. Voilà. Il y a un autre élément dont on parle peut-être pas beaucoup, mais quand on pose la question aux religieux, aux catholiques qui sont restés après l'indépendance, on leur dit mais pourquoi vous êtes restés dans un pays à 99% musulmans où tout le monde, où tous les tous les pieds noirs sont partis, qu'ils soient de confession juive ou chrétienne. Et là, les gens disent on est assez d'abord pour être aux côtés du peuple algérien. Et certains parfois disent nous témoignons, nous sommes des témoins. Un témoin pendant une guerre sale, c'est pas quelqu'un dont on a besoin, surtout dans un lieu aussi escarpé, aussi stratégique que les montagnes. Éventuellement. Surtout dans un endroit aussi stratégique que celui-ci, parce qu'il commande tous les flux politiques entre l'Est et l'Ouest du pays, et entre le Nord et le Sud. Et il se passe quelque chose tout de même qui a été assez important, c'est que dans la recherche d'une solution à ce conflit, alors c'est pas l'Église en elle-même, mais il y a eu une initiative majeure dans les années 90, en 94, sous l'égide du Vatican, avec Sant'Egidio, qui essaye de dire aux Algériens, entendez-vous, y compris entre islamistes. Donc Sant'Egidio, pour le préciser pour ceux qui ne savent pas, c'est une espèce de cellule diplomatique, on va dire, en marge du Vatican. Une communauté chrétienne en Italie qui fait notamment des interventions pour des essais de réconciliation, de paix. En Mozambique, Voilà. Oui, ils ont débloqué des conflits. Le régime algérien en avait peur, puisque c'était réintroduire tout à coup les islamistes dans l'équation démocratique. Et Christian Tchergé a dit, il y a eu quelques lettres, quelques propos, certainement interceptés et lus par les autorités, expliquant qu'il était plutôt favorable à ce processus, qui effectivement était... Par rapport à des autorités algériennes qui étaient dans un conflit pour éradiquer les islamistes, voilà. C'était effectivement les menacer que de réintroduire ces islamistes-là comme interlocuteurs d'un processus. C'est ça que vous dites un peu. Et pour les d'ailleurs, parce que c'est Sant'Egidio, bon, le fils l'a accepté, mais le GIA n'en voulait pas non plus. Hein. Il faut le rappeler ça aussi. Il ne voulait pas qu'il y ait de négociations. C'était la guerre à outrance. Alors, arrive, parce que le temps passe, mais arrive donc cette fameuse nuit, que j'ai oublié, c'est du 27 mars 1996, où va avoir lieu l'enlèvement. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, il y a toute une polémique sur qui enlève. Vous allez essayer de m'expliquer un petit peu ce qui se passe. Mais est-ce que l'enlèvement a lieu ce jour-là? Il est revendiqué quelques jours plus tard. Et l'assassinat, enfin la mort des moines, ont lieu plus tard. Revendiqué par le GIA. À ce moment-là, c'est crédible, c'est pas crédible? On dit oui, on dit quoi? D'abord, il n'est pas revendiqué quelques jours plus tard. Il est revendiqué? Il faut un mois. Pour à une revendication. C'est déjà étrange. Par ailleurs, le groupe qui est intervenu, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas un groupe de la région. S'il n'aurait pas oublié 2 moines. Voilà, n'en prendre que 7 sur 9, surtout pas prendre Jean-Pierre, qui a la chance de rencontrer, c'est vraiment énorme. Voilà. Si vous voulez, pour quelqu'un de la région, c'est vraiment... Un des fondateurs, voilà. Vous allez à un concert de Johnny Hallyday pour l'enlever et vous partez sans lui, c'est étrange. Donc c'est vraiment une des personnalités marquantes du monastère. Sûr, évidemment, oui. C'est un des refondateurs, on peut le dire. Et il raconte quoi sur cette nuit-là? Lui, il était à la porterie, si vous voulez, c'est le bâtiment d'accueil à l'entrée, donc il a entendu des cris, il a vu des kalachnikovs, mais il n'a pas pu savoir vraiment de qui il s'agissait. Donc ils se sont réveillés ensuite, retrouvés avec Père Amédée, qui est l'autre survivant. Puis plusieurs prêtres qui étaient là. C'est géré par... Ils ont attendu que ça passe, et puis appris que leur frère avait été enlevé. Mais il n'y a pas eu de fouille systématique du monastère. Ils ne sont pas passés partout, ils sont venus avec le gardien. Ils ont pris de force le gardien du monastère qui habitait à côté pour lui demander de les conduire jusqu'aux chambres des moines. Et lui savait pertinemment qu'il y avait 9 moines cette nuit-là. Délibérément, il a omis de mentionner les 2 autres pour leur sauver la vie quand il a vu que les ravisseurs ne connaissaient pas leur existence. Et on ne savait pas qu'il y avait des prêtres. Cette histoire de prêtres qui étaient là sur place aussi, on ne l'a pas su tout de suite. Des prêtres, des religieuses, des pour une prêtres rencontre et des spirituelle. religieuses. Passage, ça aussi, on n'en a pas parlé. Absolument. C'est sorti bien après. Alors, retour au documentaire, puisque vous dites que ce n'est pas des gens du GIA de la région, mais ça serait des gens, les gens de Djamel Zitouni. Alors, qui est ce Djamel Zitouni? C'est ce qu'en dit un ancien capitaine de l'armée algérienne. Après le coup d'État de 92, il y a eu des rafles dans les quartiers d'Alger. Zitouni, ça a été le petit
le petit vendeur de poules à Bab el-Oued, qui a été justement pris dans ce cas, et qui s'est retrouvé justement dans un camp de concentration avec des gens beaucoup plus importants que lui. Pour l'ancien capitaine des services, Jamel Zitouni a été instrumentalisé dès cette époque par l'armée. Et c'est comme ça qu'il a été manipulé pour des besoins opérationnels. C'est parce qu'il a été bien pris en main qu'il s'est retrouvé du jour au lendemain, enfin quelques années après, 2 ou 3 années après, propulsé à la tête du GIA, d'abord à Alger, puis au niveau national. Alors, plein de questions derrière ce témoignage. Qui est ce Jamel Zitouni, agent double, pas agent double. Et puis ensuite, après, il y a 2 thèses qui s'affrontent. Je vais essayer de les résumer le mieux que je peux. 2 thèses d'ailleurs relayées par des journalistes. Rivoire, qui a fait tout un documentaire, qu'il s'agit d'une bavure, et même peut-être plus, c'est-à-dire d'une opération commanditée par l'armée pour discréditer les mouvements islamistes. Première thèse. Et puis une autre thèse par une autre journaliste qui s'appelle Séverine Labat, qui elle dit pas du tout. Les témoins qui racontent ça sont des témoins de deuxième main. En fait, c'était bien les gens des GIA qui ont fait le coup, si je puis dire. Bon, d'abord, première question, qui est ce Zitouni? Zitouni, c'est un profil, comme il y en avait des milliers, voire des dizaines de milliers au début des années 90 en Algérie, c'est-à-dire c'est une jeunesse réislamisée en surface qui a très vite adhéré au courant politique du fils parce que justement c'est un courant qui remettait en cause la domination de l'État, du parti unique et du système tel qu'il existait en Algérie. Les frustrations, voilà, etc. La jeunesse, chômage et tout. Et effectivement, on le retrouve à la tête des groupes du GIA. On voit bien que il y a des zones d'ombre sur son parcours. Qu'il arrive à la tête des GIA, c'est pas le petit... Non, mais c'est un peu un chef de bande qui arrive au sommet en éliminant ses rivaux. C'est vraiment un peu ce qui s'est passé. Lui-même va être éliminé d'ailleurs. Donc c'est quelqu'un qui effectivement a un label islamiste, en tout cas radical, réel. Ça, il ne faut pas non plus l'oublier. Mais il y a des zones d'ombre. Un produit des GIA, maintenant, est-ce qu'il a été ou pas manipulé par l'armée? Il y a des zones d'ombre dans son parcours. Et en l'état actuel des choses, moi personnellement, je ne sais pas s'il a été ou non un agent dormant, manipulé, etc. et tout. Mais on sait très bien que dans n'importe quelle guerre civile, la première chose à faire, c'est d'infiltrer, d'avoir ces hommes à soi dans ce genre de... C'est le contraire qui serait inquiétant par rapport au service algérien. C'est-à-dire que l'armée algérienne avait forcément des gens infiltrés. Non pas l'armée, mais... Les services algériens avaient forcément des gens infiltrés au sein des GIA ou au sein du FIS ou de l'IS. On va pas... Et vice-versa. Oui, je pense, oui. Il y a eu des cas où on s'est rendu compte que malheureusement pour les militaires, par exemple, dans certains se sont fait massacrer, il y avait des complicités intérieures. Je pense notamment à une attaque d'une caserne de nuit où les pauvres conscrits ont été massacrés. Encore une fois, ça a été une guerre civile. Alors, agent double, pas agent double, on le saura peut-être jamais, il est mort. Comme disait Montaigne, il n'y a pas de secret que le temps ne révèle. Sans doute un jour, comme pour Kennedy, comme pour d'autres, comme pour Luther King, mais on est quand même là, je crois que c'est important à ce stade de souligner à quel point, dans cette guerre fratricide, la France est un enjeu central. Et ce qui est central, vous avez pris 2 exemples, ce sont les films de Jean-Baptiste Rivoire et Séverine Labat avec Malik Ould-Daoudia, qui défendent 2 thèses différentes. Et a émergé à ce moment-là, au milieu des années 90 en France, quelque chose qui a été une polémique extrêmement violente, on a oublié, parce que même si c'est quand même l'histoire récente, il y a 20 ans, qui tue qui? Donc c'était un débat qui a été une controverse terrible, qui a déchiré des gens dans la presse, dans le monde universitaire, dans le monde politique. Il faut quand même se remémorer à quel point cette guerre fratricide a été un enjeu dans le débat français et que les services algériens ou ceux qui dirigent l'Algérie en étaient parfaitement conscients dès le début et que leur principale préoccupation dans les débats qu'ils avaient entre eux, c'était comment faire basculer l'opinion publique française ou les dirigeants algériens de notre côté. Comment parvenir à les convaincre. Donc tout l'enjeu a consisté pendant cette longue période à discréditer mon adversaire, mon ennemi. Alors là, le fils, l'AIS ou le GIA. À accréditer la thèse d'un coup monté par l'armée algérienne pour discréditer. Je n'ai pas dit cela. Attention, je n'ai pas dit cela parce que je n'ai pas les éléments pour ça. Mais je me souviens aussi qu'on disait qu'ils ont... Mais c'est
c'est pas impossible et il ne faut pas l'écarter. C'était Ils ont aussi la préféré thèse passer. majoritairement reprise par la presse, qui avait tendance pour beaucoup d'affaires de type à C'est pas parce qu'elle est désigner majoritairement, l'armée. c'est pas parce qu'elle est majoritairement reprise qu'elle est juste, mais en même temps, elle est tout à fait plausible. Évidemment, il y a eu énormément de manipulations, grande erreur. C'est pour ça que les questions restent entières 20 ans après, de l'armée ou des services, ou enfin de ceux qui dirigeaient l'Algérie à cette époque. Ça a été finalement, ils sont passés pour des assassins plutôt que pour des menteurs. Au moment où les moines sont enlevés et toute cette période de zone grise, je termine et vous allez comprendre. Et pendant toute cette zone grise dans laquelle négociation, pacte, pas pacte, on ne sait pas très bien ce qui se passe dans l'Ulysse, le rapport avec la France, l'intervention de Pasqua et notamment de Marcani, etc. Les discussions avec les services algériens. On ne sait pas très bien ce qui se passe parce que évidemment tout cela ne peut pas se dérouler dans la transparence. Mais au moment où les moines sont tués, l'armée algérienne, si elle est vraiment sincère, ou les services peuvent dire voilà, on a retrouvé des corps. Pourquoi tout d'un coup on sépare la tête des corps? Pourquoi des obsèques, on refuse de montrer aux frères Armand, de voir les corps ou les restes qui l'hôpital a fait ouvrir les cercueils. Et c'est là qu'il a découvert qu'il n'y avait que c'est une longue discussion. On voit bien que l'officiel algérien, il ne l'obtient pas Nous, facilement. pourquoi ne montre-t-on pas les corps? Qui a intérêt qu'on ne voit pas les corps? Par rapport à cette thèse-là, j'ai pas de réponse. Je peux pas me prononcer en faveur de l'une ou l'autre thèse. Facile, vous répondiez que sur les corps, il y a une des explications qui a valu, qui était de dire que c'était une bavure, que l'armée avait arrosé, je puis dire, un camp de djihadistes, enfin d'islamistes, et que s'était rendu compte après coup les moines, et que comme les corps étaient criblés de balles, on les a dégarés des têtes. Bon, après, il y a d'autres thèses. Ce qui est étonnant, c'est plausible. Est-ce que les têtes... les 7 têtes échappent aux balles aussi. Les spécialistes militaires doutent de cette thèse. Moi, j'en ai beaucoup discuté et ils disent que c'est des gros calibres quand on est de l'hélicoptère et qu'il ne resterait rien, les gens seraient déchiquetés. Donc c'est une hypothèse qui est techniquement très difficile. Alors, est-ce que c'est l'armée exécute pour jouer l'opinion? Est-ce que ce sont les islamistes qui s'en prennent à des moines? Pourquoi, je ne sais pas, mais s'en prennent à des moines. Il n'y a que le travail du juge français Trévidy qui peut peut-être permettre de lever un jour un certain d'interrogation. 18 ans après, alors il manque des témoins, oui, mais il en reste un certain nombre. Il souhaite en entendre une vingtaine. L'Algérie refuse de le laisser. Le frère Jean-Pierre, il attend ça? Il attend, lui et sa communauté au Maroc, ils sont 4 moines aujourd'hui dans l'Atlas, donc à Midelt, près de Fès, la grande ville, la capitale spirituelle au nord-est du pays. Ils attendent ça très très impatiemment pour une raison très simple. Ils sont fatigués qu'on réduise l'histoire de Tibérine à ce drame terrible. Mais Tibérine, c'est 60 ans de dialogue fraternel avec les musulmans qui se poursuit depuis 13 ans, 14 ans au Maroc. On voit le sacrifice, mais on ne voit pas ce qui a précédé le sacrifice. Voilà. Et puis, continue aujourd'hui, ce dialogue continue de très très belle manière. On n'en parle pas assez. Ça les fatigue parce qu'ils disent oui, on veut la vérité pour qu'une bonne fois pour toutes, on nous laisse tranquille et qu'on puisse parler de vraiment cette œuvre fraternelle qu'on accomplit ici en toute humilité. Sur l'autre thèse, puisque on comprend très bien et on va naturellement, si je puis dire, vers le complot. C'est toujours séduisant un complot. Mais sur l'autre thèse, qui serait une exécution en bonne et due forme par les islamistes de ces moines, est-ce que les islamistes, au cours de cette guerre, vous allez me dire oui, j'imagine, se sont rendus compte d'atrocités de ce type? Est-ce que c'était aussi dans les deux aussi répandu? Ma position personnelle, c'est que si vous voulez, vous ne pouvez pas dire que l'islam politique radical n'existe pas depuis la révolution iranienne jusqu'en septembre. Enfin, ça me paraît tellement impossible de dire avec son lot d'atrocités. Et que tout ça aurait été créé ex nihilo. Là-dedans, il y a de l'islam politique radical qui joue les élections dans lesquelles les gens ne sont pas des tueurs. Je ne partage pas leur philosophie politique ou religieuse, mais c'est déjà différent que des gens qui vont tuer et qui n'ont effectivement quasiment pas de culture religieuse. Donc même avec toutes les nuances du monde, je crois que ce qui est important, c'est de dire, voilà, il y a un phénomène régional très important, il y a des régimes qui se sont situés par rapport à ça. Dans le cas de l'Algérie, on a supprimé l'issue démocratique de ce mouvement. On a vu après avec ce qu'on a appelé le printemps arabe que c'est vraiment de très important dans la région, donc on supprime un deuxième tour et on cherche effectivement d'une part à supprimer les adversaires et à les discréditer en les coupant le plus possible de la population. Et donc le coup des moines, c'est
si on prend l'accusation de l'armée, l'accusation est de la plus l'armée, rationnelle, on va dire. je pense que c'est la plus rationnelle. Moi, je suis absolument ferme là-dessus. Ça n'est pas un groupe local. On a tous les éléments pour le prouver. Après, c'est la question que vous posez, c'est-à-dire qui est Jamel Zitouni. Grâce au président Sarkozy, on a eu un certain nombre de documents défense qui ont été déclassifiés. Là, je ne parle pas des journalistes, de l'opinion, des gens qui commentent l'actualité. Les services français se sont toujours posé la question de qui est ce Jamel Zitouni. Et au minimum, les services secrets disaient que voilà, c'était au minimum quelqu'un qui arrangeait bien les affaires parce qu'il a divisé, et objectivement c'est le cas, il a fait éclater cette mouvance djihadiste. Donc, soit il est arrivé comme ça tout seul, on l'a laissé faire, il a réussi à créer des divisions. Peut-être que sa violence extrême a arrangé aussi l'armée puisqu'elle discréditait le mouvement, Exactement. on peut aussi dire ça. Soit il était téléguidé, mais dans deux cas, ça sert les intérêts de l'armée, donc ils peuvent jouer d'éléments qui eux-mêmes ont des forces destructives en elles. Ça, c'est la version light, la version la plus forte, c'est qu'ils sont téléguidés. Voilà. Je dirais le terreau sanglant, le terreau sanguinaire existait. Une partie de la base du fils voulait en découdre. Et elle était capable d'aller très loin. Donc, ce n'est pas des gens qu'on a inventés. Le terreau était là, les hommes, les bras étaient là. Alors après, est-ce qu'on leur téléguide un agent dont la mission est de les amener à orienter cette violence-là? Est-ce qu'on le manipule de l'intérieur? Là, on n'a que des hypothèses. Jusqu'à présent, comme disent les Américains, on n'a pas de smoking gun, on n'a pas de preuves évidentes, même si dans le documentaire de Malik et de Séverine, on a des témoignages qui, à mon avis, sont absolument intéressants pour voir quelle était la mentalité de ces gens-là. Maintenant, effectivement, il est très facile de les manipuler, il est très facile de mettre des agents dormants à l'intérieur. Et effectivement, le résultat, ça a été de créer une immense confusion à l'échelle nationale et internationale. C'est-à-dire qu'à la fin, cette fameuse question du qui tue qui, elle est passée au premier plan, alors qu'en réalité, on devait poser la question de pourquoi ne défend-on pas les civils algériens? Et cette question va être reposée avec les massacres à grande échelle qui vont avoir lieu à partir de 1996-97, Bantala, Raïs et tout. On a pratiquement 1 millier de villageois assassinés en une nuit. Par l'armée. Et là encore, encore se repose la même question. Voilà, la même question. Mais encore une fois, les hypothèses, je veux dire, il ne faut pas être dupe. Il est impossible qu'une partie des groupes des GIA n'ait pas été infiltrée. Et ça vaut aussi pour les assassinats d'intellectuels qui ont commencé en 1993 et qui ont beaucoup fait pour que le régime algérien trouve des appuis à l'étranger. Là aussi, on peut se poser des questions. Quand on entend on a vu certains grands intellectuels se faire assassiner à Alger, à l'époque déjà, moi je arranger le régime aussi énormément que les islamistes puissent même savoir connaître leur existence. Dernière question, parce qu'on est où? Est-ce qu'à votre avis, on saura un jour, est-ce que Trébédic, en allant comme ça à Alger, en faisant exhumer les têtes, en faisant procéder à des autopsies, il ne peut pas faire les auditions lui-même, d'ailleurs, des témoins qui restent. C'est la justice algérienne qui le fait, mais est-ce que vous pensez qu'il a une petite chance? Je pense que, vous savez, on commence à peine aujourd'hui en Algérie à savoir ce qui s'est passé pendant la guerre d'indépendance. Les règlements... on est à la guerre précédente. Oui, mais c'est important pour les Algériens. C'est-à-dire comment les FLN, les gens du FLN se sont massacrés entre autres. Moi, je pense qu'un jour, on saura et ça viendra des Algériens. Je ne crois pas beaucoup à cette mission du juge français. Je pense que le jour où un ou deux dirigeants algériens parleront, on aura la vérité. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir un peu éclairé sur cet épisode de la vie algérienne et de la vie française et qui ont provoqué autant d'émotions, toujours. On l'a vu avec le film. Vous le disiez, ce lieu devient un lieu très visité et par les Algériens et par les Français. Voilà. Merci à Aurélie d'avoir préparé ce débat. Je vous rappelle notre adresse internet. Et puis je vous dis que la semaine prochaine, avec Claire Barzac, vous intéresserez à VGE, Valéry Giscard d'Estaing. Dans 15 jours, on parlera de l'inspection du travail. Bonne semaine sur Republic Sénat. Démocratie, Tunisie, femmes, liberté,